Donc parfaite transition pour moi, puisqu'on vient de terminer sur la notion d'apprentissage. Est-ce qu'on apprend à être un entrepreneur? Est-ce qu'on apprend à être un héros? C'est une vraie question, hein. On est dans la fabrique à héros et à héroïnes. Comment est-ce qu'on apprend à devenir un super-héros, une super-héroïne? Est-ce que c'est l'école qui nous apprend ça? Est-ce que c'est l'entreprise qui nous apprend ça? Là, vous avez eu un duo assez intéressant parce que finalement, Paul, il est électricien à la base et il est à la tête d'un business qui fait plusieurs millions d'euros. Céline, elle est super diplômée et elle a créé un organisme bancaire. Donc finalement, est-ce que ça ne remet pas un petit peu en cause l'école traditionnelle qui donne ou ne donne pas d'ailleurs les armes pour devenir un entrepreneur et donc potentiellement un héros? Toujours en continuant sur les rationnels et les métriques que je pourrais vous donner, on s'aperçoit quand on s'intéresse à la génération Z, donc c'est-à-dire pas la génération Y qui a moins de 30 ans, la génération Z, c'est ceux qui sont nés après 1995, que là où la génération Y, finalement, elle pousse un peu l'entreprise, elle dérange dans l'entreprise. Cette génération Z, elle transforme l'essai dans l'école. La génération Y, elle dit l'entreprise, est-ce que vraiment elle est cohérente avec ma façon de voir le monde? Est-ce que vraiment ces pyramides qui sont très aiguës, qui sont très rigides, qui sont très hiérarchiques, qui sont très lourdes, qui sont très inertes, c'est cohérent avec le monde de 2014 dans lequel moi, digital native, j'évolue? Et la génération Z, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit finalement, est-ce que ça a du sens l'école? Parce que est-ce que faire bac plus 5, bac plus 8, bac plus 10 pour apprendre des trucs qui sont périmés dans 2 ans, ça a vraiment du sens? 50% des jobs qui existeront dans 5 ans n'existent pas encore. Et donc vous avez tous ces petits jeunes qui sont évidemment super bien câblés, qui disent mais à quoi ça sert de faire des études? Vraiment. Et du coup, si ça ne sert à rien de capitaliser sur 5 à 10 ans pour être super bien armé et ensuite déployer tout ce qu'on a appris, est-ce que ça ne remet pas en cause le rôle de l'entreprise? Puisque finalement, c'est à l'entreprise que va revenir la charge d'apprendre de manière continue à l'intégralité de ses collaborateurs. Est-ce qu'on n'est pas aux prémices de l'entreprise apprenante? Et pour répondre à toutes ces questions sur la formation des héros dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et à l'école, j'ai le plaisir d'avoir une table ronde avec 2 super intervenants. Erwan Kézar, qui est le fondateur de Simplon.co, qui est une espèce de formation accélérée au code pour créer des petits génies et pour donner une chance à des gens qui, à la base, n'avaient peut-être pas la chance de suivre des parcours classiques. Et puis Christine Lanoé, qui est la DRH d'Orange. Et là, nous allons pouvoir faire à la fois de l'intergénérationnel, un croisement homme-femme, mais également un croisement grosse structure, petite structure. Merci de les accueillir. Il faut que j'aille plus au milieu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Rebonjour Christine. Bonjour Erwan. Bon apparemment le format c'est qu'il faut qu'on discute un petit peu, pour casser un petit peu les formats habituels. Donc j'oserais commencer par une petite question. Toi, étant directrice des ressources humaines d'Orange et Orange expérimentant quand même des choses assez intéressantes au niveau des RH, j'ai envie de te demander, est-ce que l'entreprise ne serait pas l'école de demain, en quelque sorte? Alors, ouais, en tout cas, je vais parler d'Orange, peut-être aussi d'autres entreprises, mais c'est vrai que d'un certain côté, on peut dire que dans l'entreprise, on a toujours appris. Enfin, voilà, vous le savez, dans les entreprises, il y a des campus. On a un campus. C'est 75 000 personnes qui passent chaque année se former sur des métiers nouveaux, sur du management. Et puis l'entreprise, elle est depuis longtemps une structure où on apprend et on accueille des jeunes, des alternants notamment. On en accueille, nous, 5 000. Et donc, quelque part, l'entreprise, c'est déjà un lieu de formation. Mais tout ça, c'est quand même un peu classique, parce qu'on voit bien que dans cette forme-là d'entreprise qui apprend, on a un rapport de celui qui sait à celui qui ne sait pas, de celui qui est expérimenté à celui qui l'est moins. Voilà, donc c'est quand même un rapport un peu traditionnel. Moi, ce que je vois bouger aujourd'hui beaucoup, et ça c'est vraiment très structurant, c'est lié à la vitesse à laquelle les choses vont. Alors nous, chez Orange, c'est la fibre, c'est la 4G, c'est la 5G, c'est tous les usages qui se développent, donc besoin d'être vraiment sur le marché très très vite. Et puis, ce qui traverse aussi une entreprise très traditionnelle comme Orange, qui est ce qu'on voit dans la société, il y a vraiment des inversions de paradigme qui font que l'entreprise, elle est une forme d'école, de lieu où on apprend, mais différemment. Et il y a 2 choses. Il y a ce qui se passe dans l'entreprise avec très clairement
des gens qui apprennent à d'autres alors qu'on ne l'aurait pas fait avant. C'est qui apprend à qui. L'élève apprend au prof. Celui qui est tout jeune arrivé dans l'entreprise apprend aux plus anciens. Et ça, c'est une réalité. Je vais vous citer 3 exemples. Le premier, c'est effectivement tout ce qu'on voit au travers du reverse mentoring. Nous, on accueille, je le disais, 5000 alternants chaque année. Depuis maintenant 2 ans, avec effectivement l'émergence du digital, ces jeunes à qui on apprend leur métier, ils apprennent de façon extrêmement structurée à leurs aînés, à moi par exemple, qui ne suis pas une digital native, ce que sont les réseaux sociaux, comment ça fonctionne et comment ça transforme la société. Donc ça, c'est le premier exemple. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des plateformes qui émergent de peer-to-peer où un salarié, une fille, un homme qui est dans une équipe et qui maîtrise très très bien un bout de compétence, alors ça peut être une formule Excel, ça peut être un truc beaucoup plus métier, va ouvrir un workshop entre midi et 2 à ses collègues qui vont venir apprendre ce sujet-là. Et ça, du coup, ça inverse un peu le sujet. Et puis, il y a des formes de travail différentes aussi. On parlait de projet, de mode projet, de One Roof. Avant, on faisait un projet informatique, on développait un sujet. Il y avait l'informatique qui parlait au métier, qui parlait à machin, qui parlait à machin. Et du coup, on perdait un temps fou et personne, du coup, ne s'y retrouvait. Aujourd'hui, on met les gens pas très loin d'ici, dans des roofs, enfin, dans des endroits où on mélange tous les métiers. Et du coup, on produit plus vite, les gens apprennent les uns des autres. Donc vraiment, il y a une horizontalisation du sujet. Le deuxième point, c'est que l'entreprise apprend à l'extérieur. Orange développe et encourage des choses comme la Khan Academy, que vous connaissez tous. Eh bien, avec effectivement des opérations comme celle-là, c'est des filles et des garçons d'Orange qui vont dans les associations, de façon bénévole, en mécénat de compétences, aider des jeunes dans les lycées, dans les collèges, à se former mieux aux maths, aux matières scientifiques. Donc voilà, on voit bien que l'entreprise, y compris des entreprises traditionnelles, elle s'ouvre et qu'il y a une espèce les frontières bougent énormément en ce moment. Wow. Quel programme. Ok. Et il y a aussi une question qui peut concerner un petit peu notre audience aujourd'hui. C'est toi, encore une fois, en tant que directrice des ressources humaines d'Orange, comment définirais-tu un fort potentiel, quelqu'un qui pour le coup peut aller loin au sein de l'entreprise, ou même pas forcément au sein de l'entreprise, mais un fort potentiel qui ait toutes les qualités requises, voire plus, pour faire tel ou tel boulot ou pour apporter telle ou telle valeur ajoutée. Qu'en est-il? Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs des types de forts potentiels. Ouais, c'est pas une question facile parce que en plus je suis DRH, donc il y a beaucoup de voilà, on pourrait parler longtemps du potentiel. Moi, ce que j'observe, c'est que bon, évidemment, une fois qu'on a dit que le potentiel c'est quelque chose qui est encore virtuel, émergent et qui va se réaliser demain dans une entreprise comme Orange, qu'est-ce qu'on dit? On dit les potentiels, les forts potentiels, c'est des gens qui sont performants. Voilà, qui apportent de la valeur, qui ont envie de créer plus de valeur, qui sont hyper engagés, qui savent de plus en plus travailler ensemble, enfin, travailler en équipe, leader leurs équipes, et puis qui ont une approche pluriculturelle, ouverte, etc. Et ça, pour moi, c'est vrai, mais c'est un peu de la théorie. Parce que moi, ce que j'observe, on a dit que c'était un format un peu décalé, c'est que dans les entreprises, les patrons sont encore beaucoup des hommes. Pas vrai chez Orange tout à fait, mais c'est quand même un peu ça. Les femmes font de la com, les hommes sont dans les métiers techniques, et en fait, on est dans la réalité de la détection des potentiels, confrontés à des stéréotypes en permanence, qu'on a quand même du mal à faire bouger. Donc le vrai sujet, c'est pas tant de définir le potentiel, c'est d'aller faire émerger les conditions d'émergence du potentiel. Je vais vous citer un exemple de choses qu'on essaie de faire un peu différemment. Les métiers de demain, certains dans la salle sont peut-être sur ces sujets-là, sont les métiers de la data. Ce qu'on aurait fait il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on aurait demandé effectivement aux managers qui étaient capables de faire de la data, etc. Et on passe dans des systèmes très hiérarchiques. Je crois que ça ne marche plus tout à fait comme ça. On a décidé de faire autrement. C'est assez innovant pour une entreprise comme Orange. On a développé une appli avec un petit questionnaire. Les gens téléchargent l'appli sur leur smartphone ou sur leur ordi. Et les salariés d'Orange qui pensent qu'ils sont bons en data, qui soient plutôt des informaticiens, plutôt des gens du métier, etc., ont répondu à ce questionnaire.
On a 5000 personnes qui ont répondu. On ne l'aurait jamais fait avant. Donc on a une liste de 5000 personnes qui ont répondu à un questionnaire et qu'on a déjà du coup préorienté sur des compétences de data et qu'on va du coup pouvoir aller chercher, ramener, former, identifier, sourcer, etc. Donc en fait, le potentiel, notamment des réseaux sociaux, du digital, pour aller chercher différemment des potentiels, ça c'est important. Et puis il y a un sujet, il y a beaucoup de femmes dans la salle, il y a aussi des sujets autour de comment effectivement on fait émerger des potentiels de diversité, on va dire, hein, de femmes notamment, en créant, je sais qu'il y a pas mal de femmes du réseau d'Orange, du réseau des femmes d'Orange dans la salle, en créant effectivement des dispositifs de mentoring, en accompagnant effectivement les femmes qui se posent des questions sur leur projet pour qu'elles aillent plus loin. Maintenant, de toute façon, moi j'ai envie de dire que le sujet du potentiel, c'est aussi de la part de l'entreprise faire émerger les conditions d'une plus grande diversité des potentiels, mais ça reste aussi un engagement perso, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer, quoi. Et en plus, on en est responsable parce qu'on devient un rôle modèle à ce moment-là. Absolument. Et voilà, le sujet des rôles modèles et des gens qui incarnent la transfo, c'est hyper important. C'est ceux et celles qui montrent la voie. Disons. Les héroïnes et les héros. Si elle l'a fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Ok, bah merci beaucoup. Hein. Maintenant, je crois que c'est à ton tour de me cuisiner un peu. Ouais, parce qu'effectivement, on voit bien que l'entreprise, elle ne peut plus être uniquement celle qui crée la valeur et qui prend les gens, qui les utilise. Il y a bien ce sujet de formation permanente. Mais moi, j'ai envie de te poser la question de l'école. Finalement, comment, par rapport à tout ce qu'on se dit depuis ce matin, l'école prépare à ce monde qui est plus tout à fait pareil. Et effectivement, on voit des jeunes qui ont un regard sur l'école vraiment très différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En gros, je vais un peu parler des techniques qu'on utilise au sein de Simplon, des méthodes qu'on utilise. Et pour redéfinir Simplon très rapidement, on est une ancienne usine à Montreuil dans laquelle on forme en intensif, en 6 mois, par la pratique, sur du développement web et de la programmation informatique, parce qu'il y a des milliers d'opportunités là-dedans. Formation intensive et gratuite, voire financée par des bourses, parce qu'on est prioritairement ouvert à des profils qu'on ne voit pas souvent dans le numérique. Donc déjà, il y a un objectif de parité homme-femme, parce que dans ces domaines-là, il y a assez peu de femmes, il n'y a pas de raison. Puis des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de minima sociaux, des jeunes de quartiers populaires, de zones rurales, etc. Et comment on s'y prend pour former des juniors de classe mondiale en 6 mois sur du dev? Premièrement, il y a cette question à quoi ça sert. Je pense qu'au sein de l'école, il y a beaucoup de professeurs à qui on parle, des experts d'éducation qui disent des questions de la génération Z, c'est souvent ça sert à quoi ce que j'apprends. Pour ça, l'apprentissage par la pratique, notamment en ayant des résultats assez fréquents, c'est-à-dire que ce soit sur des matières, on va dire un peu techniques, ou même sur des matières un peu plus théoriques, comme on est habitué à les voir, le format d'apprentissage et le format de challenge de ce qu'on vient d'apprendre, avec des tests plus fréquents, ou alors avec, en tout cas, des résultats du genre « Ah, ça marche, j'arrive à faire quelque chose », et avec une vision derrière de ce à quoi ça peut servir, c'est-à-dire une projection des parcours et des différents domaines dans lesquels ce qu'on vient d'apprendre peut servir, c'est quelque chose qui, à mon avis, est central. Par exemple, nos élèves, on leur dit tout le temps, voilà, pour l'instant, tu as l'impression que ça sert à rien là, d'apprendre ce que c'est qu'une variable et tout, mais dis-toi que dans 8 mois, peut-être que tu pourras facturer 400 € au jour en tant que freelance, ou que tu pourras trouver un poste dans une équipe qui a ce type de méthode. Donc la question de l'apprentissage par la pratique, quand même, et au moins de la mise en perspective de ce à quoi ça peut servir. Deuxièmement, il y a le côté on va dire, un mélange un peu d'adaptive learning, alors je vais balancer les anglicismes, adaptive learning et minimal invasive learning. En gros, de l'apprentissage adaptatif, et deuxièmement, de l'apprentissage avec un minimum d'invasif par le professeur. Je m'explique. En gros, là, ça part un petit peu d'expériences comme celle de Sumata Mitra, qui était un chercheur indien, qui avait mis un ordinateur au milieu d'un bidonville, qui a laissé un petit peu les enfants et les jeunes s'en servir, et qui s'est rendu compte qu'ils ont très vite appris plein de choses avec ça, qu'ils sont entrés en connexion avec plein de gens, qu'ils ont appris de nouveaux langages, qu'ils ont appris tant de choses. Bon, après, il y a des choses critiquables dans cette expérience, mais le côté responsabiliser les gens afin qu'ils apprennent eux-mêmes. C'est aussi la question du « ça sert à quoi le prof maintenant que je peux apprendre tout seul ?» Mais en tout cas, mettre à dispo les outils, mais avec aussi, encore une fois, cette question de « il faut du résultat ». C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas devant ton ordi pendant 6 mois sans vérifier ce que tu fais. On te met des challenges afin que tu avances toi-même avec cet ordi. Et avec ce côté adaptatif, à savoir, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu ne comprends pas, on va se demander pourquoi et on va essayer d'adapter l'apprentissage en fonction.
comme l'agilité ou le lean startup pour ceux qui connaissent ces méthodes-là. Et troisièmement, j'ai envie de dire le côté responsabilisant. Parce que le goût de l'école, ça peut être transmis aussi, à mon avis, de par la question du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour devenir des machines à apprendre ou à devenir des super performeurs dans nos domaines, on est aussi là pour devenir des citoyens et des gens qui savent vivre ensemble. Et ça, au sein même des méthodes d'apprentissage, ça peut être appris. Notamment, il y a une règle, par exemple, chez nous, c'est quand tu cherches, quand tu as un bug, et que tu me demandes pourquoi ça ne marche pas, je vais te dire ça ne serait pas te rendre service que de t'expliquer. Il faut que tu cherches toi-même. Tu seras constamment confronté à des problèmes, à la recherche de solutions dans ta vie, donc cherche toi-même. Si tu n'y arrives pas, demande aux autres qui ont le devoir de t'aider. Parce qu'en t'expliquant aussi ce qu'ils vont t'expliquer, ils vont mieux fixer la connaissance et ce qu'ils t'expliqueront. Et troisièmement, ça crée quand même un sacré esprit d'équipe et ça valorise d'autres fondamentaux qui sont, c'est pas forcément copie pas sur moi, non, c'est au contraire copie sur moi, mais par contre je vais t'expliquer ce que ça signifie, ce que tu vas copier sur moi. Voilà en quelque sorte les quelques actes qui, à mon avis, sont déjà en cours d'expérimentation dans certains formats d'apprentissage, pas que le nôtre, et qui, au sein de l'école, pourraient parfois être assez sympas, je pense. Mais du coup, chez Simplon, la promesse, quelque part, c'est de dire je ne suis pas bac+5, je ne suis pas un homme, peut-être même je n'ai pas d'emploi, je ne suis pas geek et je vais devenir développeur. Donc moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour certains, mais peut-être pas pour tous? Et puis, est-ce que ça pourrait être répliqué sur d'autres métiers? Parce que c'est vrai qu'on a besoin de développeurs, mais on a besoin aussi d'autres métiers, de valoriser d'autres métiers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qui fait que ça marche, je pense que premièrement, on a été assez fort en communication, parce que déjà l'idée en soi est assez sexy, assez médiagénique, j'ai envie de dire. Ce qui fait qu'il y a eu une valorisation de notre format, mais aussi du métier qu'on enseigne, parce que développeur web, notamment pour des femmes, c'est pas forcément hyper attirant. Enfin, je veux dire, le côté, c'est un métier hyper masculin, c'est pour les geeks, c'est des bières tièdes et des pizzas froides, enfin, dans une cave à coder toute la nuit. Non, valoriser déjà les métiers, il y a tout un tas de métiers qui devraient être valorisés, donc ça, c'est l'un des leviers qui font que ça marche. Et deuxièmement, le fait que, pour le coup, les plus belles idées, même quand elles sont idéalistes, il faut être ultra réaliste dans l'implémentation pour que ça marche. Et pour le coup, on se bat comme des lions, déjà pour financer le truc, parce que ça coûte cher. Une formation gratuite, voire financée par les bourses, ça coûte très cher. Et on se bat comme des lions aussi au niveau du format en étant très exigeant. Parfois, les élèves, on leur dit à la Kennedy, ne vous demandez pas ce que Simplon peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Simplon, parce que Simplon, c'est vous. Donc il y a le côté quand même exigeant, c'est-à-dire que si on veut être dans un truc cool et qui crée de la valeur et où tous on se tire vers le haut, faut quand même y mettre les moyens et être tous exigeants avec soi-même et avec les autres. Et ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'à l'entrée, on n'accepte pas tout le monde. On est dans les cas où on fait de l'insertion à proprement parler. Par exemple, Simplon est en train de se répliquer. On avait une antenne au cœur d'un quartier à Villeneuve-la-Garenne. Là, on mettait le paquet sur l'exigence pendant les cours parce qu'on n'avait pas énormément de candidats, comme c'était très territorialisé. Mais à Montreuil, il y a 3 étapes de candidature, donc on source des forts potentiels qui ont vraiment envie, qui ont l'air d'avoir la persévérance et on va dire les aptitudes, à défaut d'avoir un diplôme. Il y a même un élève qui est hyper performant qui n'avait pas le brevet. Quand même, on voulait voir s'ils en voulaient vraiment par des preuves, par des tests, par des entretiens individuels, par des simulations de projets en groupe. Et voilà, donc on met vraiment tout un tas de moyens humains et d'énergie pour que ça marche, mais aussi on filtre un petit peu sur certains critères. Et ta deuxième question, pour y répondre très brièvement en 10 secondes, c'était quoi? Est-ce qu'on pourrait le faire sur d'autres métiers? Mais en 10 secondes, me dit la sono. En 2 mots, oui. Par contre, la seule condition, c'est qu'il y a forcément des métiers où avoir fait des études, ça sert, et avoir fait des études, ça sert tout le temps. Mais après, le tout, c'est qu'aujourd'hui, les aptitudes versus les compétences, c'est important de les valoriser. Et il y a des métiers où, en effet, on peut apprendre intensivement par la pratique de quoi il s'agit, mais pas forcément pour tout. La question, c'est aussi d'analyser, au-delà des forts potentiels, les métiers, de sourcer quels métiers sont accessibles. Et c'est à vous aussi de les inventer et de les sourcer. En tout cas, bon courage.